Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez regardé ce matin le discours sur l'état de l'Union, à la télé, sur France Télévisions, sur ma chaîne en anglais ou chez Jean Massier. J'espère, parce que sinon on va pas s'entendre. Dans tous les cas, bienvenue pour ce soir, où de toute façon je vais vous parler du discours sur l'état de l'Union, vous avez pas le choix, donc c'est comme ça. Ce soir, on va faire un petit débrief, parce que le discours sur l'état de l'Union, c'est pas un discours comme les autres au niveau européen, c'est le grand discours politique de l'année pour l'Union européenne. C'est un peu l'équivalent de quand un Premier ministre Madame Borne en France irait à l'Assemblée nationale et ferait un discours de politique générale. Bah voilà, c'est ce genre de discours qu'on a eu aujourd'hui où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est venue pour présenter les priorités de la Commission européenne et de l'Union européenne pour l'année à venir, avec en plus pour cette année le fait que, ça ne vous a peut-être pas échappé, l'année prochaine on a les élections européennes. Et donc du coup, comme c'est le dernier discours sur l'état de l'Union avant les élections européennes, ça change aussi un petit peu la dynamique de ce discours-là qui va avoir pris un peu une tournure de bilan pour Mme von der Leyen qui va un petit peu discuter, parler un peu plus longuement de ce qu'elle a fait autour des 4 dernières années, et il s'en est passé des trucs ces 4 dernières années. Et du coup, pour faire un petit débrief intéressant avec nous, j'ai invité une députée européenne avec nous ce soir, c'est Valérie Hayé, qui est coprésidente de la délégation française Renaissance au Parlement européen. Donc elle est venue à ce soir pour nous donner partager avec nous ses impressions, son analyse de ce discours sur l'état de l'Union, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, qu'est-ce qu'elle retire de ça, et aussi un peu discuter d'une manière un peu plus générale, comme on approche de la fin de ce mandat, comment est-ce qu'elle regarde la commission de Van der Leyen, son bilan, comment est-ce qu'elle approche elle approche les élections européennes, et tout ça. Vous connaissez les règles, et moi aussi, comme le dit une chanson célèbre. Notre invité va rester avec nous pendant 1 heure, donc jusqu'à 20h environ, après quoi elle ira profiter du reste de sa soirée, mais vous resterez bloqué avec moi parce que on va continuer le débrief ensemble pour discuter de vos propres impressions sur le discours, répondre à des questions complémentaires que vous pouvez avoir sur ce discours d'une manière générale sur la politique européenne. On est là pour parler de politique européenne d'une manière générale. Bien entendu, vous avez le chat, donc si pendant la discussion vous avez des questions pour Madame Hayé, tapez dans le chat, je garde un œil sur tout ça et je lui transmets si les questions sont intéressantes et que, bien évidemment, on a le temps. Comme d'habitude, faites ça dans la joie et la bonne humeur, mais ça se passe toujours bien, donc je ne m'inquiète pas. Et sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Hop, je vais mettre Madame Hayé à l'écran. Bonjour Valérie Hayé, bienvenue. Merci encore d'avoir accepté cette invitation pour venir nous partager avec nous vos impressions sur ce discours sur l'état de l'Union. Donc, vous m'avez entendu faire une petite présentation très brève de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter à votre propos avant qu'on se lance dans le dur des choses? Bonjour et merci de votre invitation. Je suis ravie de commencer la nouvelle saison avec vous. Non, rien à ajouter, c'était parfait en termes de présentation. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Donc, aujourd'hui, 13 septembre 2023, discours sur l'état de l'Union. Ça a été long, ça a duré 1 heure, ce discours sur l'état de l'Union. Je crois que c'est le deuxième plus long discours que Mme von der Leyen fait depuis le début du mandat. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours? Alors oui, il a été long. En général, ils sont longs, effectivement, mais c'est des moments importants, comme vous l'avez dit, de ce discours sur l'état de l'Union. C'est un moment de débat politique important de manière générale chaque année. Et puis là, c'était le dernier discours avant les élections européennes. Donc forcément, il y avait un peu plus d'intérêt à écouter la présidente de la Commission européenne. C'était un discours, à vrai dire, on ne s'attendait pas à de grandes annonces pour ce discours. On s'attendait à ce qu'elle fasse le bilan après presque 5 ans à la tête de la Commission européenne. On s'attendait à ce qu'elle repose le cadre des dossiers qui restaient encore sur la table et qui sont prioritaires. Mais elle nous a fait quand même quelques petites annonces qui étaient intéressantes. Donc, elle a rappelé le bilan dont nous, au sein de la délégation L'Europe Ensemble et nous, au sein du groupe Renew, donc le groupe centriste et central au Parlement européen, on considère que c'est notre bilan. Parce qu'en fait, quand on a soutenu Ursula von der Leyen pour devenir présidente de la Commission européenne en 2019, on lui a donné une feuille de route. Et donc, et puis depuis, on a travaillé avec elle. Et ce bilan, c'est aussi le nôtre quand on pense évidemment à la régulation des géants du numérique, à tout ce qu'on appelle le pacte vert, toutes les lois pour protéger la planète et la biodiversité, le climat et la biodiversité, à le plan de relance qu'on a déployé après la crise sanitaire, la stratégie vaccinale, et j'en passe. On aura l'occasion de parler du bilan tout à l'heure, j'imagine. Probablement, oui. Et puis, bon, c'était un bon discours.
elle a rappelé des éléments importants et notamment elle a commencé directement par rappeler ce qu'elle a fait sur le pacte vert et l'écologie. Et pourquoi c'était important? Parce que d'abord, le pacte vert, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre mandat. Et on a encore du pain sur la planche. Il y a 40% des textes liés au pacte vert qu'il reste encore à voter d'ici à la fin du mandat. Donc en fait, on a déjà voté beaucoup de textes, mais il reste encore un travail colossal à faire. Et c'était important qu'elle envoie le signal que pour elle, le pacte vert, c'était encore une priorité parce que Ursula von der Leyen, elle est issue d'une famille politique qui est la droite européenne. Et on voit depuis quelques semaines, quelques mois, 6 mois, je dirais, la droite européenne commencer à revenir sur son engagement sur le pacte vert. On a une lame de fond qu'on connaissait déjà avec l'extrême droite, évidemment, mais on a une lame de fond avec la droite européenne qui remet en cause, commence à remettre un peu en cause nos engagements sur le pacte vert. Donc elle a dit, moi, je reste fière de mon bilan et je garde l'écologie au cœur de mon engagement. Donc ça, c'est un point important. Je pars sur un tunnel, je peux Non, continuer. ok, on va faire déjà. Il y a quelques éléments sur lesquels je pense qu'on va pouvoir revenir déjà, mais ok, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, c'est un discours de fin de mandat, donc on s'attend pas énormément de propositions, mais est-ce que quelque part c'est quelque chose qui est frustrant pour vous, au final, d'avoir un exercice où il n'y a pas tellement pas tellement de propositions, il n'y a pas de choses qui sont mises sur la table? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu encore des opportunités de faire des propositions intéressantes sur certains sujets? Est-ce qu'il y a des sujets où vous dites, bah, il y a une opportunité qui a été manquée, hein? Oui, par exemple, elle a beaucoup parlé d'industrie et de politique industrielle, et ça, c'est bien. Parce que vous savez, la politique industrielle, c'était vu comme un truc très français, porté par la France. Et aujourd'hui, grâce à la crise sanitaire, grâce à la guerre en Ukraine ou à cause on a pris conscience d'un certain nombre de nos dépendances. Et en fait, la politique industrielle, le fait de dire il faut qu'on relocalise des productions chez nous, c'est vraiment devenu une préoccupation européenne. Et donc, elle a rappelé ça, c'est très bien. Et elle a fait une annonce très intéressante aussi parce que on voit typiquement, on a décidé qu'à partir de 2035, il sera plus possible de vendre des véhicules thermiques, donc polluants, neufs en Europe. Et donc ça, c'est une loi très importante qu'on a adoptée dans le cadre du pacte vert. Et il faut, et ça c'est un point important, c'était un point important de notre engagement. Sauf que vous savez qu'il y a plein de véhicules chinois qui arrivent sur notre marché et qui bénéficient de subventions, qui sont ultra subventionnés par le gouvernement chinois, et ça pose un problème de concurrence avec nos industriels qui produisent chez nous. Et donc elle a annoncé quelque chose qui est hyper important et intéressant et qu'on demandait depuis longtemps, c'est de mener une enquête pour voir dans quelle mesure l'industrie chinoise bénéficie de subventions, et avec l'objectif demain de contrer ces subventions chinoises pour amener de la concurrence et ramener un niveau de concurrence loyale avec nos constructeurs européens. Donc ça, c'est un point hyper important parce que ça permet de dire on va soutenir notre industrie européenne, nos constructeurs automobiles européens, et ça, c'est assez nouveau dans le logiciel de la Commission européenne, et c'est plutôt intéressant. Après, typiquement, sur la politique industrielle et comment on se donne les moyens de notre souveraineté, comment on reproduit les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, comment on reproduit nos médicaments chez nous, comment on produit des batteries chez nous. On a déjà eu le débat à plusieurs reprises, ça fait plusieurs mois, mais elle n'a pas parlé du financement. Et en fait, on a des ambitions qui sont partagées pour être moins dépendants d'autres pays tiers, sauf que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il y a 1 an, lors de son discours sur l'état de l'Union, elle avait annoncé un grand fonds de souveraineté. C'était ce qu'on portait depuis des mois chez Renew. Et en fait, ce fonds de souveraineté, il a accouché d'une souris. C'est la montagne a accouché d'une souris. Avant l'été, elle a proposé une initiative qui est assez ridicule par rapport à ce qu'on attendait. Et moi, j'attendais quand même, j'espérais peut-être que dans ce discours, elle dise bon, bah, on n'a pas suffisamment avancé, j'avais pas de perspective, ou les conditions n'étaient pas réunies pour que je propose quelque chose de vraiment ambitieux, mais on se projette sur la suite et je fais des annonces sur comment dans quelle mesure on met de l'argent sur la table pour être plus autonome. Et ça elle ne l'a pas fait. Autre point, la dernière fois quand je suis venue chez vous, on a parlé budget et ressources propres. J'allais en parler avec vous, effectivement. Ouais. Et en fait, les ressources propres, c'est quoi? C'est comment on va récupérer de l'argent pour financer nos politiques publiques. Oui. Et comment on va, en l'occurrence, rembourser le plan de relance. Vous savez, en 2020, pour faire face à la crise sanitaire, on a lancé ce grand plan de relance, 750 milliards d'euros, 40 milliards pour la France, pour accompagner
les entreprises, les ménages pour faire face à la crise sanitaire et au choc économique. Et on a dit, ce plan de relance, c'est pas vous qui allez le rembourser, c'est les géants du numérique, les entreprises extra-chinoises qui polluent, par exemple. Et donc, c'est ça, les ressources propres. Et on est à un moment décisif sur les ressources propres parce qu'on a bien avancé, on a mis en place la taxe carbone aux frontières, on a révisé ce qu'on appelle le marché carbone. Et ça va générer des revenus. Et nous, Parlement européen, ça fait des mois qu'on dit ces revenus doivent au moins en partie aller au budget européen pour rembourser le plan de relance. Et elle n'en a pas parlé. Alors que chaque année, même si elle ne le développe pas toujours, elle parle des ressources propres. Là, elle ne l'a pas fait. Donc, c'est un point d'inquiétude quand même, je dois le dire, dans le débat actuel. Et du coup, puisqu'on parle de ces choses qui manquent, voilà, vous avez parlé justement des ressources propres, j'allais vous poser la question, vous parlez du manque de financement sur quelque part ce qui est la réponse, devrait être la réponse de l'Union Européenne à l'Inflation Reduction Act américain. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a parlé assez peu de migration, il n'y a pas eu un mot sur le Qatargate, qui est quand même un scandale qui a un petit peu alimenté les sujets européens l'année passée. On a peu parlé de l'énergie, on n'a pas parlé de la révision des règles fiscales, du Spitzenkandidat, des listes transférées. Est-ce que vous avez l'impression que Mme van der Leyen, elle a essayé de mettre sous le tapis les sujets qui fâchent parce qu'elle voulait elle voulait mettre en avant un bilan un petit peu glorieux et ce qui plus est, quand on lui donne des potentielles ambitions pour revenir au prochain mandat comme présidente de la Commission européenne? Ou est-ce que vous pensez que il n'y a pas d'intention de mettre les sujets difficiles sous le tapis? Je dirais un peu des deux, en toute sincérité. C'est l'occasion du bilan, ou presque du bilan. Évidemment, le bilan, on le fera plutôt début d'année prochaine, mais c'est l'occasion du bilan et c'est normal qu'elle mette en avant ce qui a fonctionné. Et après, elle a aussi dit, et c'est la ligne qui est la nôtre, évidemment, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Elle a parlé du pacte asile-migration, elle a parlé quand même de la réforme du budget européen. Il y a d'autres éléments qui ont été mis sur la table par elle. Effectivement, elle n'a pas dit un mot sur le pacte de stabilité et de croissance parce qu'on sait que c'est un sujet qui peut diviser au sein des États et parfois même du Parlement européen. Ouais. Mais en même temps, on sait tous qu'on devra finaliser quelque chose dans les prochaines semaines. Elle n'a pas parlé du Qatargate et là, effectivement, on l'attend au tournant parce que notamment, nous, ça fait depuis 2019 qu'on demande à ce qu'on mette en place un organe éthique indépendant. En France, on a ce qu'on appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et chaque élu, chaque parlementaire, mais chaque élu local, par exemple, les présidents de conseils généraux, départementaux ou régionaux font aussi une déclaration. Quand on est élu, on fait une déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour déclarer nos possibles conflits d'intérêts et notre patrimoine. Et nous, on demande à faire la même chose au niveau européen pour recréer de la confiance aussi avec les citoyens. Et la Commission nous a fait une proposition qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend. Donc oui, elle n'a pas parlé de ça. Donc évidemment, il y a des sujets sur lesquels elle a fait des choix. Elle a fait des choix politiques qui correspondent à des priorités politiques et peut-être des priorités politiques sur lesquelles elle sait qu'elle est peut-être plus à l'aise compte tenu du débat et de la pression qu'elle peut avoir de part et d'autre aussi d'hémicycle. Mmh. Alors, vous l'avez évoqué un peu dans votre propos introductif, elle a parlé quand même assez longuement de ce pacte vert, donc du package de lois européennes pour répondre au changement climatique et essayer de lutter contre le changement climatique. Alors selon vous, Mme von der Leyen s'est quand même exprimée en fort soutien de ce pacte vert et en contradiction, selon vous, avec les résistances qui pouvaient exister chez le PPE, qui s'étaient particulièrement cristallisées lors du vote avant l'été sur la loi sur la restauration de la nature. Alors, certains ils disent que c'est pour des raisons électorales que le PPE s'est présenté comme ça. Pour autant, dont moi, je dois avec ma lecture, était plutôt que c'est plutôt rangé en fait quelque part derrière le PPE en disant oui, certes le pacte vert est important, et à la fin de son propos elle a dit oui, même à titre personnel pour moi c'est important parce que je viens d'avoir des petits enfants et du coup à titre personnel pour moi c'est important de laisser à mes petits enfants une planète qui fonctionne. Mais après, elle a quand même beaucoup rappelé des mots-clés du PPE. Elle a dit voilà, le pacte vert doit se faire avec les agriculteurs, on doit s'assurer qu'il y a une consultation très forte des agriculteurs, tout un propos sur les entreprises, la place des entreprises dans le pacte vert, l'importance de la compétitivité, de l'innovation, etc. Et c'est en fait un discours qui est très PPE-friendly, entre guillemets, et d'ailleurs le PPE semblait très content, Manfred Weber semblait très content des propos que Mme von der Leyen avait fait, donc... Est-ce que Mme von der Leyen en fait ne donne pas des gages en fait au PPE pour, je dirais pas détricoter le pacte vert, mais on va dire peut-être mettre un petit peu plus en retrait dans une autre phase, surtout que
celui qui était un peu l'architecte du pacte vert à la Commission européenne, le vice-président Frans Timmermans, qui était socialiste, vient de partir de la Commission européenne pour aller se présenter dans les élections néerlandaises. Donc, est-ce que vraiment Mme von der Leyen tient tête à son groupe politique sur cette question du pacte vert? Moi, je le pense vraiment parce que son groupe politique, il demandait un moratoire quand même. Là, on n'y est pas. Là, elle a confirmé l'orientation, elle a confirmé l'importance, la priorité du pacte vert. Et alors, bien sûr, elle a donné des gages, elle a envoyé des petits signaux, elle a proposé une conférence sociale. Et on peut se dire, c'est très bien, moi je soutiens cette initiative, mais on peut se dire que bon, elle propose la conférence sociale en se disant, bon, ça va plaire à la gauche. Elle a parlé des agriculteurs en se disant, ça va plaire à la droite. Moi, je trouve que c'est hyper important de considérer le monde agricole. Et de toute manière, et de manière générale, ce qu'on porte, nous, depuis le début sur le pacte vert, c'est que la transition, elle ne se fera pas contre les agriculteurs, elle ne se fera pas contre les entreprises, elle ne se fera pas contre les ménages. Et donc, cette dynamique où on doit embarquer tout le monde, travailler ensemble à la transition, c'est vraiment ce qu'on porte depuis le début. Donc, oui, elle a envoyé des signaux au PPE, c'est vrai. Mais pour moi, au contraire, vraiment, j'avais vraiment une crainte qu'elle revienne ou elle mette un coup de frein, le pied sur le frein, ce qui n'est absolument pas le cas. Effectivement, il y a aussi un point d'interrogation. Elle a annoncé qu'elle allait réduire la charge administrative sur les PME. Ça, je trouve ça très, très bien. Et on soutient, c'est ce qu'on demande aussi depuis longtemps chez Renew. Mais là-dessus, en lien avec le pacte vert, effectivement, on sera très vigilant parce que ça ne doit pas vouloir dire réduire nos ambitions climatiques. Et ça, on sera très vigilant à ce que effectivement, il n'y ait pas derrière cette annonce un petit coin enfoncé dans le pacte vert. Donc, on sera vigilant par rapport. Oui, parce que c'est quand même important. Si mes souvenirs sont bons, elle disait vouloir réduire de 25% le reporting que les PME doivent faire à l'Union européenne. Donc c'est quand même assez important comme significatif comme engagement. Et aujourd'hui, en termes si on parle, par exemple, des fonds européens, de l'accès aux fonds européens, là, ça ne concerne pas le pacte vert. Donc vraiment, il faut aller dans le détail. Et nous, on s'opposera. Évidemment, on est en faveur du soutien aux petites et moyennes entreprises, mais ça ne doit pas se faire au détriment de nos ambitions sur le pacte vert. Et donc, on sera vigilant. Un autre sujet qui anime beaucoup la politique européenne ces dernières semaines, et que Mme von der Leyen a évoqué un petit peu, c'est la question de l'élargissement de l'Union européenne. On sait, l'Ukraine est devenue récemment pays candidat pour entrer dans l'Union européenne, de même que la Moldavie, et il y a tous les pays des Balkans qui sont aussi dans la file d'attente. Et il y a un débat sur quand est-ce que cet élargissement doit avoir lieu, et aussi en lien, une sorte de lien qui a été fait avec la révision des traités européens. Avec par exemple certains États, notamment l'Allemagne, notamment la France, qui disaient avancer l'idée. Ok pour un élargissement, mais avant un élargissement, il faut qu'on soit capable de se réformer nous-mêmes. Autrement, une union, déjà qu'on galère à 27, ça va être encore pire à 30, 32, 35. Or, Mme von der Leyen, aujourd'hui, a pris quand même une position qui est assez forte, où elle a dit très clairement qu'elle voulait complètement déconnecter en fait la question de l'élargissement et d'une révision des traités. Elle a dit non, on n'a pas besoin de faire une révision des traités pour accepter de nouveaux États membres. On a réussi à prendre des décisions compliquées à 27, on sera capable de le faire à 30 ou plus. Donc, et pour le coup, c'est une contradiction directe avec les propositions de pays qui sont quand même importants et influents dans l'Union européenne, hein, la France et l'Allemagne. Comment vous analysez un petit peu ce positionnement ou cette volonté de complètement déconnecter la question de l'élargissement et la question de la révision des traités? Elle a dit qu'on devait mener de front l'approfondissement et l'élargissement. Et là, effectivement, on est totalement alignés sur cette question-là parce que oui, il faut réviser nos règles de fonctionnement intérieur. Moi, je voudrais quand même dire, avant de répondre de plus en détail à votre question, c'est que on est arrivé au Parlement européen en 2019. Emmanuel Macron a fait son discours de la Sorbonne en 2017 avec une ligne très claire en disant, avant de considérer tout nouvel élargissement, il faut qu'on révise nos règles internes parce qu'il y a des dysfonctionnements majeurs et parce que nos règles font que parfois on se fait prendre en otage. Exemple type dont vous avez probablement déjà parlé à de nombreuses reprises, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui très souvent, quand il y a des décisions qui doivent se prendre à l'unanimité, fait du chantage et bloque les décisions pour obtenir d'autres choses sur d'autres dossiers. Et ça, c'est inacceptable déjà. Et donc à 27, on a des difficultés. Exemple type pour Viktor Orban, ça a été difficile, même si on a pu le faire, ça a été difficile d'adopter des sanctions contre le régime de Poutine parce que Orban cherchait à chaque fois
c'était un peu le cheval de Troie et était plutôt pas sur la même ligne et pouvait utiliser parfois son pouvoir de veto. Euh, et là, je dirais qu'en fait, on a gagné dans la réflexion globale parce que on était assez peu à dire il faut d'abord approfondir, réviser nos règles avant de chercher l'approfondissement. Et certains disaient, avant de chercher l'élargissement, et certains disaient, eh bien, élargissons. Élargissons, la vocation du projet européen, c'est de s'élargir, c'est d'élargir le marché intérieur, et puis finalement, ça fonctionne plutôt bien. Et la question de l'approfondissement et de la révision de nos règles intérieures, de nos règles de fonctionnement, elle ne se posait pas. Aujourd'hui, elle se pose de manière parallèle. Alors, je comprends la nuance que vous soulevez. Effectivement, Ursula von der Leyen a dit eh bien, on n'a pas forcément besoin de révision des traités parce que on a vu ces dernières années à quel point on a pu sortir du cadre. Par exemple, on a agi sur la question de la santé alors même que l'Europe n'a pas de compétences en matière de santé. Donc, il y a des choses qui sont possibles en dehors du cadre strict des traités. Mais je crois aussi qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un grand débat public. On l'a eu dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion, la chance de participer à cette conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est une conférence qui a eu lieu pendant un an, de mai 2021 à mai 2022, où on a demandé aux citoyens partout en Europe ce qu'ils attendaient de l'Europe, quelles étaient en termes de priorité et aussi qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer son fonctionnement. Et ça, nous, au côté Parlement européen, on demande à ce que ça se traduise dans une révision des traités. Et donc, on mettra tout notre poids politique pour avancer sur la révision des traités parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire. Et on voit que l'Europe dysfonctionne aujourd'hui. On a fait plein de choses. Oui, l'Europe a pu avancer quand même. Enfin, c'est vrai que c'est une caractéristique un peu de ce mandat von der Leyen, c'est que c'est un mandat qui a été particulièrement marqué par les crises et qui, paradoxalement, beaucoup de choses qui ont été faites, et des actions importantes, n'auraient pas pu être faites s'il n'y avait pas eu le contexte de crise qui, du coup, avait débloqué un certain nombre de blocages politiques qui existaient auparavant. Donc, c'est clair que le mandat de Mme von der Leyen ne peut être vu qu'à l'aune des crises dans lesquelles il s'est déroulé. Mais pour revenir à ces questions de la révision des traités, Mme von der Leyen, voilà, même si elle a dit voilà, la Commission va faire des rapports pour voir où est-ce que l'élargissement pourrait requérir éventuellement peut-être une révision des traités, elle n'a pas été très forte sur ce sujet, parce que comme vous le dites, le Parlement européen est demandeur, il y a de plus en plus d'États membres même qui sont demandeurs de ça. La conférence sur le futur de l'Europe, c'est le gros des demandes, des demandes des citoyens et particulièrement des jeunes demandent une révision des traités. Et même Marine est restée quand même très évasive en disant oui, peut-être qu'on fera une convention si et quand, peut-être quand il y aura les conditions, si jamais les étoiles sont bien alignées, etc. Donc c'est quand même très timide de ce point de vue-là. Elle sait que c'est compliqué et on sait tous que ce sera un exercice compliqué mais nécessaire. Et moi, je crois que vraiment, il faut qu'on prenne le temps. Évidemment, c'est ce qu'on porte, mais aussi, ça nécessite de se poser et de réfléchir à quel projet politique on veut pour l'Europe à 27, mais pour l'Europe élargie plus encore. Et aussi, on sait, on l'a vu par expérience notamment en France, que soumettre une révision des traités, bon, ça peut être... c'est un exercice qui peut être un peu olé olé. Voilà, mais je crois que ce qui a manqué en 2005, par exemple, ce fameux référendum sur le traité constitutionnel, c'est qu'on n'avait pas de projet politique. On a soumis aux Français une révision des traités, mais il n'y avait pas eu le débat politique sur à quoi ça sert, quel est le projet qui nous porte, quel souffle on donne à ce projet européen. Je pense que c'est vraiment ce qui a manqué. Et là, on est dans un contexte... l'année prochaine, il y a les élections européennes. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'Union européenne, on aura eu des élections dans un contexte aussi troublé. Et donc, ce sera l'occasion, avec ces élections européennes, de porter un projet politique auprès des Français, en l'occurrence, des Européens aussi, bien sûr, mais des Français pour nous, qui permettra aussi de clarifier le débat. Et peut-être sans doute de préparer aussi les esprits à avancer et à nourrir le débat et à réfléchir vraiment sur ce que doit être l'Europe pour dans, je l'espère, 1 an, 2 ans, avancer sur une nouvelle convention pour envisager une révision des traités et ensuite avoir le degré de maturité dans le débat public français et européen pour répondre à la question posée quand il s'agit d'une révision des traités et partager ce projet politique qu'on doit avoir en commun.
Et puisqu'on parle un peu d'échéance, de timing, il y en a certains qui disent: «Ah oui, le prochain Parlement européen sera le Parlement européen qui, chapeautera la révision des traités, l'Ukraine demande à pouvoir rentrer dans l'Union européenne dans les 3 ans qui viennent». Bon, au-delà un peu des slogans, heu, à quelle échéance vous voyez éventuellement, de manière réaliste, un élargissement ou une révision des traités? On est sur une échéance 5 ans? On est sur une échéance 10 ans? Comment vous, même si évidemment on peut c'est un peu lire dans une boule de cristal, mais Ouais. vous pensez qu'on est plutôt sur des échéances, long terme, moyen terme? Charles Michel avait annoncé 2030. Il a annoncé Il 2030 et il s'est fait il un a peu, annoncé renvoyer dans les buts par la Commission européenne, 2030, on est en 2023. c'est court. C'est C'est loin, mais en même temps, c'est demain. Et oui, moi, ça me paraît très court aussi. Pour moi, c'est à l'échelle de 10-15 ans, parce que ça demande du temps, parce que il faut que les adhésions, les intégrations, elles soient réussies. Et pour qu'elles soient réussies, il faut que chez nous, on ait fait entre guillemets le ménage sur nos, nos règles de fonctionnement intérieures. Il faut que côté ukrainien, mais si on doit accueillir d'autres États, je pense aux Balkans, je pense à la Moldavie, il faut que eux-mêmes aient réuni les conditions pour intégrer l'Union européenne. Et ça veut dire la lutte contre la corruption, évidemment la fin de la guerre, ça veut dire aussi la lutte contre la corruption, ça veut dire intégrer toutes les réformes qui sont nécessaires pour qu'on arrive, qu'il n'y ait pas trop de décalage entre leur modèle économique et social et le nôtre. C'est un travail colossal. Évidemment, ce qui est assez remarquable, je trouve, sur le travail mené par Zelensky et son gouvernement aujourd'hui, c'est qu'ils mènent de front la guerre et les réformes tambour battant pour lutter contre la corruption et pour essayer d'accélérer sur ce qui est nécessaire pour envisager demain d'adhérer à l'Union européenne. Et ça, c'est un travail remarquable qui est fait. Donc ça démontre, là encore, s'il fallait le démontrer encore, l'engagement et la volonté des Ukrainiens d'adhérer et d'intégrer l'Union européenne. Mais je pense qu'il faut prendre le temps. Évidemment, il faut prendre le temps. Oui, je dirais plutôt de l'ordre d'une dizaine d'années, sans lire dans une boule de cristal. En tout cas, il faut se poser la question dès maintenant des modalités parce que c'est un travail qui va être fastidieux. Et le plus tôt on s'en empare, le mieux on sera prêt et le mieux on aura contribué à faciliter l'intégration et à embarquer derrière ce projet européen. Alors, on va s'éloigner un petit peu du discours sur l'état de l'Union, commencer à regarder un petit peu plus de manière globale. On arrive sur la fin de cette commission Van der Leyen. Vous l'avez déjà dit, voilà, le bilan de cette commission Van der Leyen, c'est un peu, c'est un peu votre bilan. Hein. C'est un bilan auquel Renew Europe se sent proche et a participé. Mais sur ces 4 ans, bientôt 5 ans qui se sont écoulés, c'est quoi les grandes initiatives, les grands résultats admettons, dans quelques mois, à l'occasion des élections, quand vous êtes confronté aux électeurs, vous allez dire, bah voilà, en 5 ans, voilà ce qu'on a fait, et voilà ce qu'on a fait pour vous, et potentiellement, voilà ce qu'on voudrait continuer à faire. Sur le pacte vert et les grandes lois climat, protection de la planète et biodiversité, ce qui apparaît de manière évidente, c'est la taxe carbone aux frontières. Tous les présidents de la République successifs, depuis Jacques Chirac, l'ont porté, l'ont défendu à l'Europe et on l'a fait. Et en fait, la taxe carbone aux frontières, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on produit en Europe, par exemple, des voitures qui sont produites aux conditions qu'on connaît, d'un point de vue environnemental, et les entreprises, elles doivent payer des droits à polluer pour pouvoir produire. Sauf que vous avez les voitures chinoises ou d'autres pays ailleurs en Union européenne qui arrivent sur notre marché et qui, elles, sont produites sans considération, évidemment sans respect des mêmes normes. Et donc, nous, on dit, on va mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et donc, quand les produits vont arriver sur le marché européen, ils devront payer une taxe carbone, pour remettre tout le monde sur le pied d'égalité. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Je dirais la lutte contre la déforestation importée. Quand vous buvez votre chocolat ou votre café le matin ou à n'importe quel moment de la journée, demain, vous aurez l'assurance que le café que vous buvez, il n'aura pas été produit en dévastant la forêt. Ça, c'est un point vraiment très important pour lequel on s'est battu et qui est absolument novateur. Ces deux éléments-là, c'est aussi un révélateur de l'Europe qui change les règles du jeu de la mondialisation, parce qu'à chaque fois, dans les deux cas, on parle de produits qui viennent de l'extérieur des frontières européennes, qui viennent sur notre marché, et on dit à ces entreprises qui les produisent ou qui veulent les importer, en fait, on a des règles en Europe.
on veut protéger la planète, on veut pas dévaster nos forêts, on veut mettre en œuvre des normes anti-pollution. Et donc, vous pouvez avoir accès à notre marché, mais simplement, vous devez respecter nos règles. Et ça, c'est vraiment des éléments importants. Je vous l'ai dit, la fin de la vente des véhicules polluants d'ici à 2035, c'est révolutionnaire. Évidemment, il faut que ce soit accompagné, pour accompagner évidemment notre constructeur européen pour ne pas se faire assaillir par les voitures chinoises bon marché qui viendraient tuer notre industrie. Je dirais ces exemples-là pour le pacte vert qui sont importants. Parmi les autres lois qu'on a adoptées, c'est la régulation des géants du numérique. Et le fait que, principe simple, c'est que ce qui est interdit dans la vraie vie, bah, c'est aussi interdit en ligne quand vous allez sur Twitter, Facebook. Les produits qui ne peuvent pas être commercialisés dans la vraie vie, bah, ils ne peuvent pas être commercialisés en ligne. Les discours de haine qui sont interdits, xénophobes, racistes, qui sont interdits dans la vraie vie, bah, ils sont interdits aussi en ligne. Ça paraît du bon sens, sauf que ça n'était pas le cas auparavant. En tout cas, il n'y avait pas de normes qui étaient imposées ou d'obligations qui étaient imposées aux géants du numérique. Aujourd'hui, ils ont l'obligation de mettre en place des modérateurs pour s'assurer que ces contenus soient supprimés. Ils ont l'obligation de faire la transparence sur leurs algorithmes, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi et comment les contenus arrivent sur vos fils. Donc ça, c'est vraiment une régulation très importante qu'on a portée déjà aussi dès la campagne en 2019. Je dirais aussi le plan de relance. Ça, c'était évidemment pas au programme en 2019 parce que ça a été la réponse de solidarité européenne qu'on a faite au lendemain de la crise sanitaire pour relancer nos économies. Et avec les différents confinements, évidemment, nos entreprises, nos économies ont été vraiment percutées. Et le plan de relance, ça a été une démarche inédite. C'est la première fois qu'on empruntait en commun autant 750 milliards d'euros. Donc c'est vraiment un tabou qui a sauté parce qu'il y a beaucoup d'États qui n'en voulaient pas, à commencer par l'Allemagne. Et le président Macron a réussi à convaincre Angela Merkel que c'était dans l'intérêt des Allemands que l'économie française, que l'économie roumaine, que l'économie italienne aille bien. Et donc on a eu ce grand élan de solidarité. Je pourrais citer aussi la politique agricole commune qu'on a négociée au tout début du mandat. Cette politique agricole commune, pour nous, il fallait sanctuariser le montant déjà, parce que c'est important pour nos agriculteurs français, mais de manière générale, on l'a transformée pour qu'elle soit plus juste, plus verte, effectivement, avec cet enjeu de transition écologique et mieux rémunératrice pour les agriculteurs. Donc c'est un peu ce triptyque protection de la planète, protection des revenus des agriculteurs et puis souveraineté alimentaire aussi qui sont importants. Voilà quelques exemples que je vous citerai assez spontanément, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Et quelque chose qui revient souvent quand on vous écoute, c'est cette idée que l'idée de nouveauté. Et c'est intéressant parce que souvent, quand les gens qui suivent pas nécessairement la politique européenne, on leur parle de l'Union européenne, ils disent ah mais c'est quelque chose, quoi qu'on puisse faire, ça ne change jamais. Alors que est-ce que vous avez l'impression malgré tout qu'en fait il y a quand même eu pas mal de changements de logiciels ces dernières années, des choses qui auraient pu paraître de la science-fiction il y a 10 ans, bah maintenant c'est un peu au cœur. Donc est-ce que vous pensez qu'au fait déjà, est-ce qu'il y a eu un changement de logiciel dans la manière de fonctionner de l'Union européenne, dans ses priorités? Et est-ce que c'est quelque chose qui est juste lié aux crises qu'on a pu traverser, ou est-ce que c'est quelque chose qui est davantage profond? Déjà, je voudrais donner un exemple que je commence à donner parce que je trouve que c'est assez marquant, encore que vous êtes peut-être trop jeune, parce que j'ai essayé sur des publics jeunes et ça marchait pas. Le plombier polonais, ça vous parle? Oui, ça me parle, le plombier Voilà. polonais, oui. Et mais plus personne n'en parle. Parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, tout le monde en parlait. C'était la figure du plombier polonais. Ah oui, ça. Et pourquoi on n'en parle plus? C'est parce qu'en fait, on a réglé le problème. Alors, il y a encore des petits détails à régler, mais c'est un exemple majeur, je trouve, de problématiques, de problèmes auxquels on a apporté une réponse. Au lendemain de son élection, Emmanuel Macron, il y avait déjà des discussions qui étaient en cours pour dire sur un même lieu de travail, à travail égal, salaire égal, et donc le plombier polonais qui arrive avec un salaire très en dessous du salaire français, en fait, ça ne doit plus exister. Emmanuel Macron, il a, dès 2017, l'été 2017, pris son bâton de pèlerin, si j'ose dire. Il a fait le tour des capitales pour dire cette réforme-là, il faut vraiment la mettre en œuvre. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus, du coup, on l'oublie, mais c'est quelque chose qui a fondamentalement changé. Et je trouve intéressant de le rappeler aussi parce que ça faisait vraiment partie des débats il y a 5 ou 6 ans. Après, sur
Est-ce qu'il y a un changement de logiciel? Oui. Oui, oui, oui. Et moi, je pense que c'est durable. Je pense que la crise, il y a eu des choses qui ont bougé et qui ont été présentées comme du one-shot. Exemple, le plan de relance. Mm. Beaucoup d'États, notamment l'Allemagne, ce qu'on appelle les frugaux, les radins, ont dit on emprunte 750 milliards d'euros, ça arrive une fois, c'est exceptionnel, mais on ne le fera pas demain. Je ne sais pas si ça se reproduira demain. Moi, je pense qu'à terme, il faudra qu'on le refasse, c'est investir en commun. Mais je pense que les modifications et les changements qui sont à l'œuvre aujourd'hui sont très profonds et vont aller au-delà des crises qu'on traverse. Parce qu'on a été chamboulé par des crises conjoncturelles et structurelles, ou des crises conjoncturelles qui ont révélé des failles structurelles. Exemple, la crise sanitaire, on a pris conscience que 80% des composants du paracétamol ou de nos équipements médicaux étaient fabriqués ailleurs qu'en Europe. On a pris conscience que, on était totalement dépendant de la Chine pour nos panneaux photovoltaïques. Donc ça s'est ressenti particulièrement aussi pour les questions énergétiques à l'occasion de la guerre en Ukraine. Bref, on a pris conscience qu'on avait un certain nombre de dépendances vis-à-vis deux puissances qui nous étaient belliqueuses, exemple la Chine avec l'approvisionnement en pétrole ou en gaz, la Russie, pardon, avec l'exemple en approvisionnement en pétrole ou en gaz, ou la Chine pour nos approvisionnements pour les panneaux solaires, par exemple, les composants des panneaux solaires ou les batteries électriques. Donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience brutale qui a fait que, je pense durablement, par exemple, on est en train de mettre en place une politique industrielle à l'échelle européenne en considérant que il faut relocaliser, réindustrialiser chez nous pour ne plus être dépendant de puissances extérieures. Et ça suppose d'accepter de soutenir notre industrie. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais le logiciel est en train de changer. Ça suppose de revoir notre politique commerciale. Exemple, on met en place des instruments anti-subvention et on sanctionne la Chine en l'occurrence, si jamais on considère qu'elle n'est pas loyale dans la manière dont elle aborde notre marché européen. On va chercher des nouveaux partenariats, notamment avec les pays dans lesquels il y a des métaux rares dont on a besoin. Je pense au Chili par exemple pour le lithium, à l'Afrique pour plein de matières premières rares qu'on n'a pas chez nous. Et là on dit on va créer des nouveaux partenariats pour créer de la valeur ajoutée sur le terrain. La Chine, elle va en Afrique, elle prélève les matières premières, elle les ramène en Chine, elle crée la valeur ajoutée chez elle. Nous, on dit, non, en fait, il faut qu'on contribue à améliorer l'économie locale. Donc ça, je pense que c'est vraiment des partenariats et un changement structurel dans le fait de dire on assume d'avoir une politique industrielle en européen, on assume de changer notre politique commerciale. Et ça veut dire aussi respecter les accords de Paris aussi. Il y a encore des progrès à faire sur la question côté commission, mais ça me paraît important. Et puis, de manière générale, quand on parlait de souveraineté européenne, ça paraissait vraiment être une lubie française, des mots très français. Aujourd'hui, c'est endossé, chacun met ce qu'il veut derrière l'autonomie stratégique et la souveraineté, mais ça entre vraiment dans le logiciel européen et ça, je pense que c'est vraiment nouveau. En clair, on sort de notre naïveté et je crois que les deux exemples que je vous ai donnés, la taxe carbone aux frontières, les mesures pour dire qu'on va arrêter la déforestation importée, c'est l'Europe la régulation des géants du numérique, c'est l'Europe qui accepte de dire que on veut se faire respecter dans la mondialisation, on veut jouer un rôle. Et on dit à nos partenaires ou aux acteurs privés ou publics, notre marché il est ouvert mais pas totalement ouvert et il se fait, on peut commercer mais pas à n'importe quelle condition et c'est à nos conditions donc en fait on entretient un rapport de force. Et ça c'est totalement nouveau dans le logiciel de la Commission. Même s'il y a des changements de logiciel, une évolution dans les mentalités, dans ce qui est considéré comme acceptable au niveau européen, il y a quand même encore quelques résistances. Vous avez évoqué le plan de relance, donc les 750 milliards d'euros qui ont été empruntés pour relancer l'économie post-Covid. Un point qui est revenu maintenant, c'est avec la montée des taux d'intérêt, commence à avoir un certain poids de la dette.
et le budget européen commence à avoir un peu de mal à suivre et du coup, il y a les frugaux qui se disent: «Ah bah, vous voyez, c'est une confirmation de ce qu'on disait qu'on n'aurait pas dû emprunter parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qui nous revient vers le bas, on se prend un retour de bâton et on doit demander aux citoyens, de payer plus parce qu'on a voulu, faire péter la tirelire». Donc et on a aussi, par exemple, sur la question de l'autonomie stratégique et d'investissement, la politique industrielle, même si vous avez raison, il y a le côté lubie française et perception de que c'est une lubie française est un peu tombé. Il y a toujours une méfiance qui est quand même assez large. Dans la Commission européenne, il y a toujours une résistance à la notion de champion européen qui était poussée par la France. Mme Vestager s'est opposée à la fusion de géants européens du train. Enfin, il y a quand même encore des réticences quand même sur un certain nombre de sujets. Donc c'est pas non plus complètement acquis. Ah oui, on a encore du boulot, ça c'est clair, hein. Mais on part de tellement loin. On part de tellement loin avec une naïveté de la Commission européenne. Enfin, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, on est les seuls à se préoccuper de respecter les règles de l'OMC. Exemple concret, les États-Unis, vous avez parlé de l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, c'est ce grand plan de subvention massif que les États-Unis ont déployé l'année dernière maintenant pour soutenir leur industrie. Avec une préférence, donc 370 milliards d'euros, avec une préférence américaine. Sur le papier, c'est pas franchement compatible avec les règles OMC. Est-ce qu'ils s'en soucient? Mais pas du tout. Les Chinois, est-ce qu'ils se soucient des règles OMC? Les autres acteurs économiques dans le monde, ils ne se soucient pas des règles OMC. Et donc nous, à chaque fois, on se dit, bien sûr, il faut qu'il y ait des règles. Mais je pense que les règles, elles doivent évoluer en la matière. Mais on a une forme de naïveté européenne. Et on veut être un peu, parfois on est un peu on peut se dire on risque d'être les dindons, les derniers dindons de la farce, de la farce mondiale. Et donc c'est pour ça que là on a une vraie prise de conscience. Je vous disais l'enquête sur les subventions chinoises sur les véhicules électriques. Là clairement c'est l'Europe qui dit, enfin c'est la Commission qui dit, on sort de notre naïveté, la concurrence. L'Europe ouverte à tous les flux et à tous les flots, ça doit plus être, ça doit plus être une réalité demain. Sur les questions, voilà, tout ça pour dire que oui, il nous reste encore quand même pas mal de chemin à faire, que il y a encore du boulot, notamment sur la préférence européenne. Alors nous, on voudrait bien faire un Buy European Act, comme il y a Les Américains des décennies aux États-Unis, il y a un Buy American Act. Sauf que c'est encore tabou pour un certain nombre au Parlement européen, y compris au Parlement européen, et on est, nous Français, tout groupe politique pro-européen confondu, assez isolés sur cette question, sur le Buy European Act. Mais quand on parle de Made in Europe, ça commence à changer. Donc on sent qu'il y a quand même les esprits évoluent, et donc on accepte de soutenir vraiment l'idée de soutenir l'industrie européenne. Ça ne sera pas du jour au lendemain, parce que c'est un ensemble de tabous qui doivent sauter encore. Alors par exemple sur le Buy European Act, si je me souviens bien, ce matin, Mme von der Leyen a fait indirectement un peu une référence à ça, puisqu'elle a parlé à un moment donné, oui, des discriminations contre les entreprises européennes qui se voient empêchées d'aller sur des marchés, sous-entendu des marchés publics. Donc c'est une référence un peu voilée au Buy American Act et à leurs équivalents dans d'autres pays. Mais est-ce que vous voyez ça comme un prélude à un éventuel Buy European Act, ou c'est juste, c'est injuste pour nous, mais on va pas faire la même chose chez nous, hein. Honnêtement, j'aimerais vous dire, c'est bon, on sait qu'on va y aller et ça déroule, mais je vois les oppositions et les freins encore au Parlement européen pour des raisons que, à vrai dire, j'ai du mal à m'expliquer, hein. Au-delà de peut-être le fait de se dire, mais on ne veut pas se froisser avec nos amis américains, mais eux, ils nous disent, mais faites-le. Subventionner votre industrie, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je pense qu'on a des pudeurs de gazelle, pour reprendre une expression bien connue, et utilisée dans d'autres contextes, alors qu'il ne faut pas en avoir. Mais ça fait partie des tabous, et vous savez, en Europe, particulièrement, il y a tout un ensemble de tabous qui sont là depuis des années et des années, qu'on essaie de faire sauter les uns après les autres. On y arrive, mais pour certains, c'est un peu plus dur que d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne le sujet. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que Ursula von der Leyen, ce matin, elle a donné l'exemple des panneaux photovoltaïques. Au début des années 2010, on a été naïf et on a laissé et on a tué notre filière de panneaux solaires en Europe, parce qu'on a laissé les Chinois inonder notre marché avec leurs panneaux
photovoltaïque à très bas coût. Et on n'a rien fait. On a tué notre filière. Et elle a donné cet exemple-là ce matin pour faire le parallèle avec les véhicules électriques. Et je trouve que c'est, voilà, le message, c'est on tire les erreurs du passé. Je pense qu'on on tire les enseignements du passé. Je pense qu'on tire les enseignements un peu tard. Mais ça arrive. Encore faudra-t-il que ce soit suivi d'effets avec des sanctions derrière, puisque effectivement il y a une enquête et on sait très bien que la Chine subventionne massivement ces entreprises. Donc voilà, peu à peu, il y a les murs de la naïveté qui tombent. Après, vous avez évoqué la question du budget européen. Euh, euh, et, euh, et ça fait partie des sujets sur lesquels, et les frugaux qui disent on n'aurait pas dû faire le plan de relance parce que comment on va le rembourser avec l'explosion des taux d'intérêt. Nous, ce qu'on dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on l'a négocié, on a dit que c'est pas vous qui allez payer, c'est les géants du numérique, c'est les grandes entreprises extra-européennes qui polluent. Et on a fait tout le boulot pour ça. Donc aux frugaux, on leur dit, mais la question du remboursement n'est pas un problème puisqu'on vous a apporté la solution et c'est pas les contribuables qui vont payer pour ça. Mais je pense qu'il y a de l'idéologie du côté de certains États membres qui considèrent qu'on ne doit pas mettre de l'argent en commun parce que sur les questions fiscales et budgétaires, ça doit rester quelque chose une compétence nationale très forte. C'est vraiment du dogmatisme et de l'idéologie là. Mhm. On a beaucoup parlé de la Chine hein, dans ce discours aujourd'hui, et on en parle encore maintenant. De votre point de vue, donc maintenant on sait que la Commission européenne a déjà lancé un peu une évolution de sa doctrine dans les relations entre l'UE et Chine. Maintenant on est sur la doctrine de de-risking, de réduction des risques. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour faire face à une Chine qui est quand même assez, enfin vous l'avez dit, hein, qui est très offensif sur un certain nombre de sujets, qui est pas franchement un pays qui est, on va dire, sur lequel on est aligné en termes de modèle démocratique, pour pas dire autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'on l'Europe devrait être encore plus à l'offensive entre guillemets et assumer que bah voilà la Chine est un rival et faut le traiter comme ça, un petit peu comme par exemple ce que les Américains voudraient faire en disant voilà la Chine c'est notre rival du 21e siècle, on l'assume et on y va all-in là-dedans. Non, alors non, je pense qu'il faut qu'on ait notre propre voix en Europe. C'est d'ailleurs ce qui est porté par Emmanuel Macron, ce qui a suscité quelques incompréhensions, alors que pour moi, il n'y avait pas de sujet et que la ligne était claire. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen, elle parle de dérisquage, c'est pas très joli, mais et pas de découplage. Là où les États-Unis, effectivement, ils veulent engager un découplage, mais le découplage, il est que dans les mots. Hein. Ça veut dire quoi? Les États-Unis vont arrêter tous les échanges commerciaux avec la Chine? Bien sûr que non. Ils vont continuer à avoir des échanges commerciaux avec la Chine, même s'ils sont dans une dimension un peu plus offensive avec la Chine. Donc, on a la Chine, c'est à la fois, il faut continuer. On aura toujours des échanges commerciaux avec la Chine. Dire du jour au lendemain qu'on on ne pourra plus s'appuyer sur l'économie chinoise à 10 millions de Français, des millions d'Européens qui peuvent acheter des vêtements ou des matériaux bon marché produits en Chine. Relocaliser en Europe, ça nous permet de réaffirmer notre souveraineté européenne, de produire, de créer des emplois en Europe, mais il faut être lucide aussi. Ça a un coût et ça veut dire probablement des matières, des produits un peu plus chers aussi. Et donc il y a aussi un marché, entre guillemets, pour les produits chinois. Simplement, il faut avoir en tête et mettre en place une politique publique pour se dire, eh bien, pour les éléments, les produits qui sont essentiels à notre autonomie stratégique, dont on doit, en cas de conflit, pour lesquels s'il y a jamais en cas de conflit, qui sont absolument nécessaires parce qu'on considère que c'est stratégique. Exemple, les batteries pour les voitures électriques, les matériaux rares de manière générale, la production de médicaments, ça j'y crois beaucoup, eh bien il faut qu'on relocalise. Après, pour ce qui est des autres productions, on peut continuer évidemment et on doit continuer à avoir des échanges commerciaux avec la Chine, pas à n'importe quelle condition évidemment. Mais comme l'a dit le président, comme l'a dit Ursula von der Leyen à plusieurs reprises et Charles Michel, la Chine c'est un partenaire et aussi un rival systémique, donc pas de naïveté vis-à-vis de la Chine. Et l'instrument anti-subvention qui a été créé et qui doit être mis en œuvre désormais, c'est aussi un très bon exemple de ça.
Au-delà du discours sur l'état de l'Union et un peu de la méta, on va dire, de la politique européenne telle qu'on la voit aujourd'hui, on approche des élections. Pour vous, c'est quoi comment vous anticipez les grands sujets de l'élection européenne? Pour vous, c'est quoi qui va intéresser les gens? C'est quoi les enjeux pour le citoyen en vue de ces élections européennes de 2024? Évidemment, leur quotidien, le quotidien des Européens et des Français, on le dit souvent, je pense que l'inflation va être, les mesures de lutte contre l'inflation vont être majeures parce que ça fait partie du quotidien des Français, des Européens particulièrement depuis 2 ans. Et alors ça peut paraître technique, mais la réforme du marché de l'électricité qu'on est en train de négocier en ce moment pour s'assurer qu'on n'ait pas de nouveau une explosion des tarifs du gaz et de l'électricité, c'est une réforme hyper importante qui va avoir des répercussions très concrètes sur votre facture d'énergie tous les mois. Je pense que les questions migratoires, on le voit, vont être aussi décisives. C'est la raison pour laquelle on veut véritablement avancer sur le pacte asile et migration dans les prochaines semaines. Parce que je crois que sur cette question, on a trop souvent mis la poussière sous le tapis, parce qu'on sait que on savait que les précédents parlements aussi, c'était un sujet compliqué. Et la ligne qu'il faut trouver, c'est pour gérer les flux migratoires, c'est la ligne d'équilibre entre fermeté, protéger les frontières, et humanité, respecter les droits humains et accueillir ceux qui doivent être accueillis, les personnes qui doivent être accueillies chez nous. Je pense que la question de la réindustrialisation va être fondamentale. On a déjà commencé à y travailler en France aussi, évidemment, mais sortir de nos dépendances. Je crois que c'est plus tolérable. On voit tous les jours. Moi, il n'y a pas une semaine où je ne lis pas un article de témoignages de patients qui manquent de médicaments. Là aussi, c'est le quotidien des Européens et des Français. Il faut qu'on puisse relocaliser la politique industrielle, relocaliser des produits essentiels pour notre santé en Europe. Donc toute la politique industrielle, évidemment l'Ukraine et l'élargissement potentiellement va être un sujet de débat et de division. Je pense que l'adhésion des Français à l'Ukraine, au soutien à l'Ukraine est très large. Néanmoins, effectivement, la question de l'élargissement peut susciter du débat et des interrogations. Et de manière générale, moi je suis assez inquiète, on le voit, de la montée des populistes partout en Europe, on la voit. Quand j'entends Jordan Bardella avec ses solutions simplistes dire par exemple écrire à tous les boulangers de France l'hiver dernier pour leur dire les prix du gaz explosent et l'électricité explose, le gouvernement ne vous aide pas et puis nous on a une solution très simple qui est de sortir du marché européen de l'énergie. Je suis sortie de mes gonds. Mais jamais sortir du marché européen de l'énergie, ça permet de répondre à la hausse des prix. Au contraire, on est solidaires. Ce marché européen de l'énergie nous a permis de ne pas avoir de coupure d'électricité cet hiver. Donc c'est vraiment cette dimension. Je pense qu'il y aura beaucoup de pédagogie à faire sur évidemment le bilan, comment on a changé la vie des Européens et casser tous ces discours simplistes qui font croire aux Français que les problèmes sont simples et que les réponses sont simples. Les problèmes sont complexes et nécessitent des réponses complexes. Donc il y aura aussi, je pense, tout un travail d'explication à faire à ce sujet. Je regarde l'ordre, je garde un œil là-dessus, donc je vais lancer mes deux dernières questions, on va dire. Donc voilà, ce matin, un discours sur l'état de l'Union par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On ne sait pas si Mme von der Leyen veut se représenter ou pas pour un mandat de présidente de la Commission européenne, mais en admettant qu'elle veuille se représenter, vous, plutôt pour ou contre une commission von der Leyen 2.0? On verra les équilibres. En fait, on appelle ce qu'on appelle les top jobs. Au début de chaque nouveau mandat, il y a tous les postes à responsabilité qui sont négociés entre les États et puis qui font l'objet d'une décision du Parlement européen. Elle a fait le job. Son bilan, c'est le nôtre. Faut pas oublier qu'elle est PPE, donc on aura peut-être un candidat Renew aussi. Je pense qu'on a plein de Après, faut que Renew gagne les élections. Après, Oui, et ça dépendra du rapport de force, mais on va tout faire pour les gagner. Et puis dans tous les cas, c'est intéressant pour nous de porter un candidat Renew, mais c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Mais je pense que on a beaucoup de compétences et de talents pour envisager ça. Mais sinon, il n'y a pas de veto. Enfin, ils n'avaient pas un veto de base, dit non, il n'y a pas moyen. Mme von der Leyen n'a pas fait le boulot. Il n'y a pas moyen qu'elle revienne. Son bilan, c'est le nôtre, je l'ai dit, parce qu'en fait, en 2019, on lui a donné une feuille de route. Sa feuille de route, c'est la nôtre. C'est nous qui l'avons écrite avec la régulation des géants du numérique, le pacte vert, etc. Donc,
Et ce bilan, il est collectif, puisqu'on fait partie de la majorité von der Leyen, on l'a soutenue en 2019. Si elle continue à respecter l'engagement qui a été le sien et les engagements qui ont été les siens jusqu'à la fin du mandat, pour moi, personnellement, pas de veto à ce stade, mais on verra quels sont les équilibres politiques demain, évidemment, parce que je le redis, Ursula von der Leyen, elle est PPE et nous, on est Renew. Mm. Dernière question sur le format du discours, de ce discours sur l'état de l'Union. Dans la bulle européenne, on le hype beaucoup, hein, ce discours sur l'état de l'Union. Voilà, c'est le grand discours politique de l'Union européenne, c'est citoyen, s'il y a un truc que vous devez regarder sur l'Union européenne, c'est ça, etc. etc. Est-ce que vous pensez que cette hype, elle est un peu justifiée? Et est-ce que vous pensez que le discours en lui-même, la manière dont ces discours sont formatés aujourd'hui, sont en fait accessibles pour un citoyen lambda? C'est-à-dire, si on réussit à convaincre un citoyen lambda d'aller regarder le discours sur l'état de l'Union, est-ce qu'il va comprendre ou est-ce qu'il va se sentir complètement paumé face au discours qui est fait? Comme on l'a dit, c'est un moment important dans le débat public européen. Après, on l'a dit, c'est des discours qui sont très longs, qui sont accessibles à mon sens, mais c'est vrai que le format est peut-être pas le plus engageant, celui qui va susciter le plus d'émotions. Et si on veut intéresser l'Europe, les citoyens à l'Europe, effectivement, c'est peut-être pas le format le meilleur. Néanmoins, c'est un format parmi d'autres. Et je pense que sur les questions européennes, il y a par exemple ce que vous faites vous avec votre format, il y a le discours de politique générale, mais le discours sur l'état de l'Union qui est un peu le discours de politique générale de la Première ministre en l'occurrence, c'est un peu un exercice obligé. Mais il y a plein d'autres moyens de toucher et de s'adresser aux électeurs et aux citoyens. Je pense aussi que de manière générale, il faut une communication institutionnelle. Mais il faut qu'on l'améliore pour qu'elle soit plus en phase avec les nouveaux moyens de communication. Et je pense qu'on a un très très gros travail encore à faire au niveau des institutions européennes pour toucher directement les citoyens. Mais à vous de me dire si vous pensez que c'est accessible. Moi, j'ai envie de dire, ça fait 10 ans que je suis dans la bulle européenne, donc voilà, je suis à peu près dans la même situation que vous. Hein. Je suis pas franchement le public. Enfin, si, je suis le public C, parce que ce discours, c'est quand même aussi un truc qui s'adresse aux gens de la bulle. Hein. Je veux dire, c'est les professionnels européens qui sont capables de lire entre les lignes et dans les feuilles de thé du discours pour savoir qu'est-ce qui est vraiment derrière. Mais voilà, enfin, si je synthétise un peu ce que vous dites, c'est un exercice qui est nécessaire, mais qui est bon, peut-être pas suffisant ou qui pourrait être un petit peu amélioré à la marge pour rendre ça peu clair. Écoutez, Madame Valérie, merci beaucoup pour votre temps. Avant que je vous laisse partir, alors zut, attendez, ça tombe bien, j'ai une question du chat juste au moment où je fais ma conclusion. Allez, vous avez une minute pour répondre à la question ou... Ok. Alors, quel est votre état d'esprit et vos prévisions autour de la campagne des européennes? Est-ce que c'est quelque chose qui va être centré autour des débats nationaux ou est-ce que vous pensez qu'il y aura plus d'Europe dans les débats de cette campagne des européennes? État d'esprit déterminé, toujours. Et après, nos oppositions vont chercher à nationaliser le débat. En fait, nos oppositions vont chercher à ne pas parler d'Europe. Nous, au sein de la majorité présidentielle, depuis le premier jour, on a mis l'Europe vraiment en haut de notre agenda politique, c'est dans notre ADN, et on parlera d'Europe à fond tout le temps, et on cherchera vraiment à poser le débat sur le cœur du projet européen, au service des Français et tous les Européens. Donc, mais il y a un risque effectivement de revenir sur des préoccupations et des débats nationaux. Et en fait, c'est pas forcément antagonique parce qu'évidemment, les politiques publiques qu'on met en place au niveau européen, elles ont une implication directe au niveau national. Simplement, grosse alerte. Et d'ailleurs, l'extrême droite a déjà donné la couleur, déjà donné le ton la semaine dernière en disant Jordan Bardella a dit que ce sera un référendum pour ou contre le président de la République. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet des élections européennes. Le Rassemblement national a tellement peu pas de bilan et s'investit pas. Et au niveau européen, ils cherchent jamais de solution, uniquement les problèmes qui sont en fait leur essence. Donc nous, on ramènera toujours le sujet, le débat autour des questions européennes. Vous pouvez nous faire confiance. Eh ben écoutez, merci beaucoup Valérie Hayé. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à notre audience avant que vous y alliez là, le message que vous voulez leur donner pour synthétiser un peu ce discours sur l'état de l'Union et ce que vous en retenez un peu? Si j'ai un message à vous faire passer, c'est que l'Europe, ça vous concerne au quotidien. Alors là, ce discours sur l'état de l'Union, si vous l'avez regardé ce matin et si vous avez débriefé encore, pour certains d'entre vous, ça a peut-être paru assez loin de vos préoccupations, mais en fait, c'est vraiment l'Europe puissance, l'Europe du quotidien et l'Europe qui a un impact sur le projet européen qu'on construit pour vous,
pour les 5, 10, 15 prochaines années. Et je vous invite vraiment, si vous suivez, si vous êtes avec nous, c'est que vous vous intéressez aux questions européennes, mais à renforcer votre intérêt pour les questions et à prendre part au débat avec cette campagne qui est en train de frémir et qui va s'accélérer au fur et à mesure qu'on va approcher des élections européennes. On a vraiment besoin de sensibiliser un grand nombre de Français à cette thématique européenne, donc on compte sur vous. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Valérie. Chat, soyez sûr Merci de à la vous. remercier. Vous pouvez la suivre sur Twitter. Vous avez juste son hâte sous le flux vidéo. Restez avec nous, on va faire le débrief. Madame Ayer, merci encore d'avoir Merci répondu à à nos vous, bonne questions. soirée. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Ok, chat. Je coupe Zoom et je suis tout à vous entre-temps. Donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça Est-ce que vous avez regardé déjà le discours sur l'état de l'Union? Première question, c'est un stream débrief du stream sur le discours sur l'état de l'Union. Ça serait bien de savoir si vous l'avez vu. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit débrief? Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est pas bien, vilain. Je vous fais la petite tape la petite sanction. Mais ouais, c'est un discours important, discours de politique générale, hein, comme on l'a dit, on l'a redit moult fois ce soir. Ben voyons, bah oui. Ici, on croit en la discipline, madame. La discipline européenne. Mais voilà, discours important, un moment politique important pour l'Union européenne, même si voilà, la nature de ce discours était un peu différente hein, cette année, parce c'était plus un discours de fin de mandat. Hein. T'étais en réunion au même moment. Eh ben, tu fais comme moi, tu prends une demi-journée et tu te poses devant le PC et tu regardes. Je déconne, je déconne. Mais c'est pas grave, tu pourras regarder le replay. J'ai un replay là en anglais j'ai streamé 4 heures ce matin, je suis un peu sur les rotules, je vous cache pas. Donc tu pourras faire le replay. Mais oui, effectivement, cette année c'était un peu. Nightbot a décidé de planter. Bon, bah, désolé Nightbot. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un discours sur l'état de l'Union qui a été un petit peu différent cette année parce qu'on est en fin de mandat et du coup il y a moins de propositions hein, puisque il reste moins de 10 mois à la Commission européenne hein, avant les élections. Les élections sont en juin 2024, donc ça veut dire, je crois que la dernière plénière du Parlement européen, elle est en avril 2024. Donc en fait, il n'y a plus beaucoup de temps opérationnel, donc ils ne peuvent pas vraiment faire des grosses annonces parce que simplement les choses qu'ils proposeraient, bah, le Parlement aurait pas le temps de les traiter et d'en faire du droit. Il y aura un nouveau Parlement qui arriverait, donc ça tomberait un petit peu à l'eau. Donc du coup, on était plus dans un exercice un peu de bilan. Qui plus est, alors que Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, on se doute forcément qu'elle aimerait bien revenir à la tête de la Commission européenne. Mais voilà, c'était du coup, on essaie de lire un peu entre les lignes. Voilà, est-ce que c'est un discours de campagne? Ça ressemble beaucoup à un pré-discours de campagne dans le sens où elle a quand même mis très en gros, en gras, ses achievements, ce que sa Commission européenne a fait, en mettant sous le tapis les sujets un petit peu plus compliqués qui peuvent lui aliéner des alliés potentiels pour sa nomination, notamment les États membres, puisqu'elle a besoin de l'aide des États membres pour être nominée, donc les sujets qui sont un peu poil à gratter, elle a plutôt, enfin pour les États membres, tenté de les mettre un petit peu sous le tapis. Mais voilà. T'as eu le discours avec les mots en gras. Ah, c'est bien ça, les mots en gras, c'est pratique. D'ailleurs, ça me fait penser. Hop, bougez pas. Hop. Ah merde, non, je veux pas la version imprimable. J'ai fait une bêtise. Voilà, tac. Vous avez la version avec les mots en gras. Ah, vous avez la version avec les mots en gras ici aussi. Bon, je vous mets le lien si jamais vous avez une insomnie ce soir, vous savez quoi lire. Mais d'ailleurs, ils sont nommés quand les derniers rapporteurs? Les derniers rapporteurs, ça dépend un peu de quand est-ce qu'il y a des nouveaux textes. En fait, les rapporteurs vont être nommés que quand il y a des nouveaux textes. Sur les rapports d'initiative, donc les textes non législatifs du Parlement, j'ai envie de dire qu'on va arriver un petit peu à la fin, parce que c'est les commissions parlementaires qui vont regarder, ok, est-ce qu'on a le temps de faire un rapport d'ici la fin du mandat ou pas? Donc je dirais que les tout derniers rapporteurs sur les rapports d'initiative vont être nommés pour peu que ce soit des sujets simples en décembre. Janvier, ça va faire vraiment tard. Hein, parce que la dernière session est en avril, et en avril, c'est vraiment tu vides tous les tiroirs, quoi. Donc, et
pousser un dossier en 4 mois, si c'est un dossier un peu complexe, c'est un coup à te retrouver avec le dossier qui tombe, qui finit à la poubelle parce que c'est la fin du mandat. Donc j'aurais tendance à dire décembre, dernier carat pour nommer des gens pour faire des rapports. Alors, pour les résolutions, etc., c'est autre chose, parce que c'est un autre timing, mais pour les gros dossiers, décembre, dernier carat, quoi. Et clairement, pour les dossiers législatifs, on arrive vraiment en fin de parcours. C'est un discours pour les Eurobubble, pas pour les citoyens lambda. Oui, enfin pour les citoyens, ouais. Oui, c'est vrai que, enfin, ce qu'on évoquait un petit peu à la fin de la discussion avec Madame Ayer, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de très très Eurobulle, hein, on va pas se mentir. Je veux dire, si on n'est pas là pour vous dire, pour lire dans les feuilles de thé, pour dire ah, en fait c'est ça qu'elle veut dire, etc., etc. Effectivement, vous êtes un peu paumé, surtout que c'est un peu, même si à chaque fois ils disent voilà, on veut éviter un peu l'effet sapin de Noël, c'est-à-dire un texte qui part dans tous les sens parce qu'on essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est quand même des discours qui, surtout un discours qui est long, hein, une heure de discours, c'était quand même long. C'est des discours qui essaient de mettre quand même énormément de choses en peu de temps, et c'est compliqué du coup de créer de créer un storytelling, de créer un narratif qui soit compréhensible pour les citoyens lambda, parce que t'as pas le temps de développer un contexte, etc., etc. Donc tu fais plus du name drop, tu coches tu fais des petites références que les gens concernés vont comprendre, etc. Mais tu peux pas, c'est pas vraiment un discours extrêmement politique. Et aussi, il y a un problème, enfin, aussi, c'est là où c'est lié aussi un peu à la personnalité des gens qui prononcent le discours, c'est que, voilà, Madame van der Leyen, elle est quand même, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de communication, elle fait de la communication de manière professionnelle, mais elle a toujours manqué un peu, comment dire, d'incarnation, dans le sens où, quand elle fait un discours, elle fait un discours, voilà, c'est de la communication, tu sens elle a bossé son truc, etc. Mais t'as pas le côté émotionnel, je veux dire, t'as pas l'impression, t'as pas le moment où elle parle, tu dis ah ouais, là ça vient des tripes. C'est quand même assez rare qu'elle ait ça. C'est toujours des discours qui sont très contrôlés, qui sont bien conçus, mais qui sont très contrôlés. Alors qu'à l'opposé, tu prends le dernier mandat, Jean-Claude Juncker, c'était Jean-Claude Juncker, il pouvait partir un peu dans tous les sens, mais quand il parlait, quand il faisait ses discours, il avait des moments, il était capable de faire des moments de fulgurance où tu sentais, il disait ah ok, là il sort un petit peu du discours écrit et voilà, il parle avec ses tripes, il va utiliser son expérience personnelle pour faire passer des messages et expliquer un peu pourquoi est-ce que l'Europe doit aller dans telle ou telle direction. Et c'est ces moments en fait qui font un discours politique et qui font que on est capable de se dire ah ouais, il y a un truc qui se passe, et c'est vraiment intéressant, parce que sinon c'est un exercice, tu coches des cases, et c'est là où effectivement ce discours sur l'état de l'Union peut avoir un problème. Et dans le même temps, je sais pas pourquoi ces derniers jours, il y a sur Twitter par exemple, il y avait pas mal de journalistes qui commençaient à taper sur le discours à l'état de l'Union en disant ah ouais bon, la commission qui fait genre c'est super hype le discours sur l'état de l'Union, mais tout le monde s'en fout, etc. Je suis là, mais enfin, c'est quand même un peu particulier des journalistes qui couvrent les questions européennes, qui en général sont pro-européens et qui passent leur temps à se dire ah les citoyens ne suivent pas l'Union européenne, on fait pas de communication vers les citoyens européens, et quand il y a un grand discours, un truc politique qui se passe, ils tapent sur la commission parce que faut aller sur la bureau européenne, parce que effectivement on hype le truc, probablement on le sur-hype, hein, c'est vrai aussi, mais on essaie de le rendre on essaie de faire un truc qui soit à peu près potable pour le citoyen lambda. C'était pas parfait, mais en tout cas, c'est au moins on peut dire voilà, c'est un moment politique que tu peux regarder. On va pas dire sinon, enfin c'est quoi, on va envoyer aux citoyens européens les communiqués de presse de la Commission européenne, on va leur envoyer les vidéos du meet debriefing. Non, ça passe pas. Donc je trouve qu'il y a un peu une contradiction là-dedans, même si après l'exercice du discours peut être amélioré lui-même, mais l'UE souffre aussi de ce moment, de ce problème, et je pense que ça participe aussi au côté un peu on essaie de foutre autant de choses que possible là-dedans. C'est que comme l'Union européenne a un seul en fait moment politique comme ça, t'as pas vraiment d'autres moments où tu peux potentiellement délayer des grandes initiatives comme ça. Et donc du coup, si t'as un moment, tu fous tout ce que tu peux dedans. Et c'est un peu là aussi la difficulté où du coup, tu peux pas nécessairement rendre ça aussi potable et aussi, on va dire, aéré
que tu pourrais le vouloir. Parce que sinon, le reste, bah, t'as pas vraiment de bidule, quoi. Donc bon. Plutôt législation, car en transport, on attend encore en octobre et novembre. Ouais, franchement, enfin, octobre-novembre pour des propositions législatives, c'est ambitieux, hein, parce que... Ou alors c'est des trucs qui sont relativement simples, mais quand même, octobre-novembre, ça fait tard, hein, parce que si c'est sorti par la commission en octobre, ça va être envoyé au Parlement. Le Parlement va peut-être éventuellement, s'il a de la chance, réussir à nommer des rapporteurs en décembre. Ça fait 4 mois. 4 mois pour que le Parlement adopte une position, négocie en trilogue et avec le Conseil et finisse un truc. Enfin, j'ai envie de dire, à moins que ce soit un sujet extrêmement simple, c'est quand même une recette pour envoyer ça au prochain mandat, quoi. J'ai envie de dire. Il y aura encore la question animale avant la fin. C'est-à-dire, parce que je sais qu'il y a des débats sur est-ce qu'il y aura une proposition législative sur la condition animale, etc. Mais j'avoue que j'ai pas trop mis de... Transport pas simple, c'est pour ça que recalé au... Ok, ouais, RSB, donc oui, effectivement. Et donc pas retard, ouais. Je pense que ça me semble quand même mal parti pour finir ça avant la fin du mandat. Ça va être un peu chaud. Mais sur la question de animale, je crois que la commission a un peu levé le pied sur ce sujet. Je crois. J'ai très vaguement lu 2-3 articles ces derniers jours qui évoquaient ça, et sur Twitter, c'était un peu émotionnel sur ce sujet-là, parce qu'évidemment, il y en a certains qui sont un peu qui sont un peu vénères que ce que la commission avait un peu promis sur ce sujet-là, bah, au final, c'est renvoyé à plus tard pour raison X ou Y. Mais je t'avoue que je sais pas. Mais il semble qu'il y a une référence dans le discours. Attends. Espèce animale, ça c'est sur la biodiversité. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autres références aux animaux dans le texte. Non, écoute, pour le coup, je ne sais pas te dire ce qui se passe précisément sur cette initiative-là. Sinon, attends, je regarde. J'ai pris des notes comme d'habitude, mais ce serait bien que je regarde un peu ce que j'ai écrit. De quoi on a parlé? Le pacte vert. Alors j'avoue que moi, sur le pacte vert, je n'ai pas eu la même lecture que ce que Mamaye évoque. Hein, donc si vous avez suivi, vous savez très éventuellement, peut-être dans la lettre d'intention, c'est possible aussi. C'est possible. J'ai pas lu la lettre d'intention, donc je ne sais pas te dire. Revenir au pacte vert. Pacte vert, il y a eu des grosses tensions ces derniers temps sur le sujet. Avant l'été, il y a eu un gros drama sur un vote sur la loi sur la restauration de la nature, qui est venu cristalliser un peu un mouvement de fond en Europe de contestation de plus en plus prononcée vis-à-vis des politiques vertes. C'est un mouvement qu'on voit dans plusieurs pays européens, et qui se retranscrit maintenant dans les partis politiques, avec notamment la droite, qui sent un vivier électoral potentiel, et qui du coup vient un peu à l'offensive sur ce pacte vert qu'ils estiment être au final être un peu trop à gauche à leur goût, et du coup qui a essayé de mettre un stop à la version actuelle du pacte vert, notamment en gros ils ont essayé de tuer cette loi sur la restriction de la nature pour en faire un peu un symbole. Ils n'ont pas réussi à la tuer, hein, cette loi est passée, mais elle est passée ric-rac, super ric-rac, et c'est passé au prix, en gros, du sacrifice de quasiment tout le texte. Donc, on va dire que c'est un peu une victoire à la Pyrrhus pour les défenseurs de cette loi sur la restriction de la nature. Et du coup, il y avait des grosses interrogations sur, voilà, Madame von der Leyen, qui vient du PPE, comment elle va se positionner vis-à-vis de ce PPE qui a un mouvement un peu de résistance maintenant. Alors le groupe socialiste les a qualifiés de climato-sceptiques ce matin. Bon, le PPE n'est pas climato-sceptique, c'est un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas, qu'il y a clairement une résistance sur ces questions du pacte vert. Et donc du coup, Valérie a dit, dans son discours, elle a dit que voilà, elle soutenait toujours le pacte vert, et que du coup, elle s'est mis quand même un peu en contradiction avec le PPE, elle défend le pacte vert, etc. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente du truc, parce que, elle dit certes, oui, voilà, le pacte vert, il
il doit rester, il est important, mais c'est un pacte vert qui doit se faire en consultation avec les agriculteurs. Elle a fait quand même un gros name check des agriculteurs. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à nos agriculteurs, donc c'est quand même un gros message vis-à-vis de gens qui sont quand même au cœur de la contestation d'une partie du pacte vert, et dont le PPE s'est fait un peu le porte-étendard. Le PPE dit, voilà, nous sommes le parti de la ruralité, nous sommes le parti qui défend les agriculteurs, et là Van der Leyen qui dit, oui, voilà, je rends hommage aux agriculteurs, les choses doivent se faire en accord avec eux, on peut pas avoir un pacte vert qui remet en cause la sécurité alimentaire, etc., etc. Moi, j'ai un peu lu ça, j'ai un peu compris ça comme étant le Ursula von der Leyen qui, quand même, envoie une sacrée lettre d'amour au PPE en disant, voilà, ok, j'ai compris le message, on va lever un petit peu le pied sur le pacte vert, on va toujours faire le pacte vert, parce que c'est important, il faut le faire, et d'ailleurs, le PPE n'est pas contre le pacte vert, simplement, ce que le PPE veut, c'est tirer vers la droite le curseur, le centre de gravité de ce pacte vert, et moi, la lecture que j'en ai eue du discours de Mme von der Leyen, c'est plutôt, voilà, Mme von der Leyen qui dit ok, très bien, message compris, message bien reçu, on va faire un truc qui est beaucoup plus agriculteur-friendly, on va les associer beaucoup plus à la manière de faire les propositions, et du coup, c'est pas un pacte vert qui va se faire, c'est un pacte vert avec lequel ils doivent être satisfaits. Ce qui, voilà, c'est quand même, voilà, moi j'ai entendu ça vraiment comme étant un moment. Elle a dit, voilà, on rentre dans une nouvelle phase de ce pacte vert. Elle a dit, voilà, le pacte vert, c'est aussi, faut parler d'opportunités économiques, faut parler d'innovation, faut que les entreprises puissent s'en emparer, s'en servir comme un avantage concurrentiel, etc. Donc, il y a quand même, on va dire, on n'est plus vraiment dans le prisme. Voilà, la maison brûle, il faut absolument réduire nos émissions de carbone, quoi qu'il en coûte, etc. Donc, la manière dont ça a été présenté, moi, je l'ai compris quand même pas mal comme étant une lettre d'amour au PPE en disant, voilà, j'ai compris le message, soyons BFF, parce que moi, Ursula von der Leyen, j'ai aussi besoin du PPE pour faire passer ce truc-là, et potentiellement, j'ai besoin de vous pour me remettre à la tête de la Commission européenne. Donc, j'avoue que c'est là où j'ai eu un peu une lecture un peu différente de ce que Mme Hayé a évoqué. Mais après, chacun peut avoir des interprétations différentes. Je ne sais pas comment vous avez éventuellement compris le truc. On a parlé de politique industrielle, hein, qui est évidemment un sujet qui est très important maintenant au niveau européen ces dernières années, même si c'est un sujet qui est aussi un peu tendu politiquement, hein, on va pas s'en cacher. On a parlé, voilà, de la Chine, on a parlé longuement de la Chine, et de la manière dont l'Union européenne doit être un peu plus, j'allais dire agressif, non, c'est pas de l'agressivité, mais plus assertive, un mot français, assertive, ou je suis en train de faire un anglicisme, enfin d'être un peu plus dur dans sa réponse à la politique chinoise, notamment en matière industrielle, où il y a beaucoup de subventions, etc. Ils ont fait, Van der Leyen a annoncé ce matin qu'ils avaient lancé une enquête sur les pratiques de subvention de la Chine dans le domaine des véhicules électriques, ce qui était une grosse demande de la France. La France mettait des gros coups de pression à la Commission européenne sur ce sujet depuis un moment. Donc ici, encore une fois, c'est Van der Leyen qui fait un peu cœur avec les doigts Paris. On a parlé de quoi On a parlé beaucoup de la question de l'approfondissement et l'élargissement, où là, Mme Van der Leyen s'est positionnée sur un débat qui fait un peu rage depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, sur, voilà, la relation entre l'élargissement de l'Union européenne et la révision des traités européens. Puisqu'on a, voilà, on a une dizaine de pays qui sont dans la file d'attente de l'Union européenne, on a les pays des Balkans, on a maintenant l'Ukraine, on a maintenant la Moldavie, on aura peut-être dans un futur proche la Géorgie. Et du coup, voilà, il y a un push vraiment pour faire de l'élargissement. Parce que, voilà, suite à la guerre en Ukraine, il y a une réalisation que faire partie de l'Union européenne, c'est quand même quelque chose qui peut être utile pour protéger un certain nombre de choses, pour protéger la sécurité collective en Europe. Et c'est aussi un moyen de garantir, d'ancrer des pays à on va dire, une influence européenne. Par exemple, dans les Balkans, où l'influence russe essaye de faire des siennes, par exemple en Serbie. Donc, le fait d'intégrer des pays à l'Union européenne, ça permet de les ancrer fermement dans l'Union européenne.
à l'Union européenne et à l'Ouest. Donc il y a un renouveau, on va dire, de ces questions de l'élargissement. Mais à côté, il y a un certain nombre de pays, notamment la France, notamment l'Allemagne, qui ont dit: «OK, très bien, l'élargissement, effectivement, on doit pouvoir élargir l'Union européenne, à partir du moment où ces pays respectent les conditions pour rentrer dans l'Union européenne. Mais pour autant, on peut pas faire ça sans s'être réformé.» Et donc ils avaient notamment dit: «Bah voilà, nous on conditionne très clairement l'élargissement à une révision des traités.» C'est-à-dire on peut pas, il faudra d'abord qu'on fasse le travail en interne à l'Union européenne pour s'assurer qu'on puisse fonctionner dans le futur à 30, 35, peu importe, avant de faire l'élargissement. Sinon, on se dirige vers une paralysie de l'Union européenne parce que déjà qu'on galère aujourd'hui à 27, ça va être encore pire à 30, 35 et éventuellement ça va ralentir encore plus la machine. Donc il faut qu'on adapte. Et aujourd'hui, Mme von der Leyen a quand même pris une position qui est quand même assez forte, puisqu'elle dit: «Bah non, on ne doit pas, on ne peut pas, conditionner, l'élargissement à une révision des traités.» Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin puisque, alors attendez, je vais trouver ça dans le discours. Elle a fait toute une série, voilà, on a construit, elle a fait un peu elle fait un peu l'inventaire à Prévert des sujets compliqués sur lesquels on a réussi quand même à avancer, bien qu'il y ait besoin d'une unanimité, bien qu'il y ait besoin des 27 qui soient d'accord. Et voilà, sur l'union de la santé, donc, la réponse au Covid, on a réussi à le faire à 27. On pourra le faire à 30 ou plus. On a commencé à construire une Europe de la défense à 27. On peut le continuer à 30 ou plus. L'union géopolitique, on peut le faire à 20, on peut le faire à 30 ou plus. Donc elle dit voilà, il y a plein de sujets qui sont compliqués, mais pour lequel, en fait, on a réussi à fonctionner. Donc il n'y a pas de raison que si on rajoute 3 États membres, soudainement ça devienne parfaitement impossible. Donc elle s'est quand même positionnée de manière assez claire sur ça, ce qui, moi, m'a surpris. Parce que c'est dans un discours qui, quand même, est très prudent sur les sujets un peu poil à gratter, hein. On l'a un petit peu évoqué avec Mme Maillet. Il y a quelques sujets un petit peu sensibles qu'elle a foutus sous le tapis, parce qu'elle sait que c'est des sujets qui sont complexes, hein. On n'a pas parlé du Qatar, elle n'a pas du tout parlé du Qatargate, qui est quand même un peu le gros truc de l'année passée, hein. C'est un truc qui a, pour le coup, fait les premières pages un peu partout en Europe, et il n'y a pas eu un mot. Il n'y a pas un mot sur la question du Qatargate. On n'a pas parlé de la question du financement de la réponse européenne à l'Iran, donc au plan de subvention américain pour les technologies vertes. On n'a pas parlé de la question des ressources propres. Donc tous les sujets qui sont en fait un peu compliqués, qui peuvent froisser des États membres un peu clés, et même des groupes politiques, on n'en a pas parlé. Et là, soudainement, sur la question où quand même la France, l'Allemagne, on est quand même les gros pays, et des pays avec lesquels normalement Van der Leyen fait quand même assez gaffe d'être aligné, elle leur fout un gros scud dans la gueule en disant: «Bah alors non, vous, ce que vous recommandez, c'est mort, on lit pas les deux sujets. Alors oui, effectivement, il faudra une révision des traités à un moment donné, etc. On fera, la Commission européenne fera une étude à un moment donné, blabla, pour regarder si jamais l'élargissement demande des révisions des traités et tout le tintouin, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire ça avant l'élargissement.» Et ça, pour le coup, ça, c'est quelque chose auquel je dois avouer, moi, je ne m'attendais pas. Elle a aussi renvoyé dans ses buts Charles Michel, qui avait dit: «Ah ouais», donc le président du Conseil européen, donc l'institution qui représente les chefs d'État et de gouvernement européens, qui avait fait des propositions en disant: «Bah oui, faudrait que d'ici 2030, on puisse faire on s'engage à faire les élargissements.» Elle a dit: «Non, l'élargissement, c'est un processus basé sur le mérite. Donc en gros, on fait rentrer les gens quand ils sont prêts, quand ils ont rempli les conditions pour rentrer, hein. C'est pas parce qu'on est en 2030 que forcément ils doivent rentrer.» Mais ça, c'est donc là, elle a renvoyé dans ses buts. Mais ça, on savait déjà que la Commission européenne avait renvoyé dans ses buts Charles Michel. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment eu de surprise au fait qu'elle le fasse. Mais sur ce découplage, enfin quand même assez important, de la question de l'élargissement et la question de l'approfondissement de l'Union européenne, j'avoue que moi je m'y attendais pas vraiment. Ça m'a un petit peu surpris. Même si derrière, voilà, c'est aussi un message envoyé aux États qui veulent rentrer, hein, parce que il y a de plus en plus de frustration, surtout dans les pays des Balkans, qui sont dans la file d'attente depuis 10 ans, et qui disent à l'Union européenne: «Ok les gars, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on bosse pour essayer de rentrer dans l'Union, on fait réforme, etc., etc. Et ça fait 10 ou 15 ans que vous nous dites: ouais, un peu plus tard. Ouais, non, un peu plus tard. Non, non, encore un petit peu plus tard.» Et qui du coup commence à se dire: bon, vous voulez de nous ou vous voulez pas de nous, quoi. Et donc effectivement, je comprends aussi le besoin, qui plus est à un moment où géopolitiquement c'est important d'ancrer ces pays des Balkans
à l'Union européenne, elle envoie un signal disant voilà, on n'est pas là pour vous foutre dans la file d'attente ad vitam aeternam, vous devez rentrer dans l'Union européenne à un moment donné quand vous êtes prêts. Donc ça à la rigueur, je peux aussi comprendre. Mais la manière dont ça a été présenté, moi, ça m'a un peu. C'est probablement le moment du discours qui m'a le plus pris à défaut, où vraiment je ne m'attendais pas à ça, et c'est un peu sorti de nulle part, cette position. Moi, franchement, je me serais, si elle avait pris position sur ça, je m'attendais à ce qu'elle prenne la position française et allemande, en disant oui, effectivement, faut l'élargissement, mais il faut aussi qu'on fasse la révision du traité, et d'ailleurs, bah, je soutiens la demande du Parlement européen de réexaminer la question des vétos, d'avoir un Parlement européen un peu plus puissant, enfin voilà, de passer un peu la pommade sur le Parlement européen, elle aurait eu une standing ovation assurée, mais ça aurait froissé un certain nombre d'États membres. Et voilà, là-dessus c'est le point où j'ai été un peu surpris. Sinon, de quoi on a parlé, je regarde l'heure parce que j'ai pas non plus envie de faire 3 quarts d'heure de débrief, hein, vous m'avez déjà entendu pas mal parler. Et on va en reparler de toute façon cette semaine, hein, dans les revues de presse. Les revues de presse vont être beaucoup sur l'analyse du discours, donc on va reparler du discours sur l'état de l'Union cette semaine, il y aura pas de souci, donc il n'y a pas besoin que je fasse 3 heures de lecture ligne à ligne du discours pour vous expliquer l'intention de Van der Leyen en son fort intérieur. Mais sinon, voilà, on a parlé quoi? On a parlé un peu de la notion de changement de logiciel de l'Union européenne. Mais alors là, on sort un petit peu de la question du discours sur l'état de l'Union, mais plus de l'évolution générale de l'Union européenne, qui au final se reflète un peu dans les propositions et dans le bilan qui est fait de ce discours sur l'état de l'Union, et que l'Union européenne a quand même un peu changé de logiciel sur un certain nombre de choses. Ce qui est vrai. Il y a sur les sujets que Maïa a relevé, effectivement, il y a eu un changement de philosophie, certains, sur la question industrielle, sur la question de l'autonomie stratégique. Il y a eu des vrais changements, la question de la dette. Il y a eu des changements clairs de logiciels, ou une acceptation, du moins, de trucs qui étaient auparavant absolument tabous. Genre, il y a 10 ans, à part les Français, personne parlait d'autonomie stratégique. Et les autres disaient, ouais, bon, ça, c'est un délire de Français. Vous êtes tout seul dans votre bulle, ok, faites-vous plaisir, mais nous, on n'ouvre pas de ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas, littéralement pas un texte européen où c'est pas justifié en disant voilà, c'est pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, et c'est partiellement la réponse. Enfin, c'est intéressant parce que c'est la combinaison de crises, de réponse à des crises, et c'est un changement aussi un peu plus de long terme. C'est une réponse à des crises parce que, bah, par exemple, on se tape le Covid, et bah, du coup, bah, c'est un truc assez typique de l'Union européenne, on se retrouve dos au mur, et on n'a pas le choix en fait. Et voilà, faut qu'on agisse, sinon on va se créer des gros problèmes, et du coup les États membres disent ok, très bien, on y va parce que sinon on va se prendre le mur, quoi. Donc il y a un peu des réactions, on va dire, à court terme en raison de crise, la question de la dette, hein, le fait que l'Union européenne se soit endettée pour la première fois de son histoire pour créer le fonds de relance post-Covid, pareil, c'est un truc parce que ça a été le contexte du Covid. Et ça a permis de débloquer un certain nombre de choses dans les mentalités. Il y a aussi des trucs qui sont un peu plus de long terme, par exemple sur la question de l'autonomie stratégique. Il y a une tentation de dire ah ouais, c'est l'Ukraine qui a tout changé. Non, l'autonomie stratégique, c'est un truc qui quand même remonte quand même à quelques années, hein. Les Français, l'autonomie stratégique, c'est un truc qu'ils poussent depuis le milieu des années 90. Je crois que j'ai lu un article qui disait que la première fois que c'était apparu dans les positions françaises, c'était en 1994, un truc comme ça. Et depuis, voilà, c'était un truc franco-français, très bien. Mais ça a eu un gros progrès à partir du mandat dernier. Déjà, entre 2014 et 2019, on a vu, on n'appelait pas forcément ça la notion d'autonomie stratégique, mais il y a eu, voilà, de plus en plus, il y avait cette idée que l'Union européenne doit pouvoir un peu compter sur elle-même et aller là-devant et défendre ses intérêts, notamment parce que voilà, il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Trump, qui a été un peu un électrochoc pour un certain nombre de pays qui jusqu'ici disaient non, on n'a pas besoin de l'autonomie stratégique parce que les Américains, ils nous couvrent, et là, Trump, en fait, non, pas vraiment, il était plus du genre à nous pousser sous le bus qu'autre chose, donc un certain nombre d'États qui ont dit ah ouais, en fait, peut-être qu'on doit pouvoir se débrouiller sans avoir à se reposer à 100% sur les Américains.
Sur la question industrielle, il y a aussi des choses qui se sont passées. La guerre en Ukraine, évidemment, qui a un gros effet, et en combinaison avec, avec le Covid, a débloqué un certain nombre de mentalités sur la question des dépendances, hein, typiquement. Les dépenses industrielles, les dépenses énergétiques, etc. Ça, c'est des choses où il y a une vraie prise de conscience de la part des Européens. Enfin, typiquement, sans la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine, l'Allemagne se serait pas déconnectée du gaz russe. Très clairement pas. C'est pas du tout c'était pas franchement le couleur locale en Allemagne, hein, plutôt le contraire. Quoi d'autre qui est intéressant à dire? Je blablate, hein, mais si vous avez d'autres trucs à me poser comme question, n'hésitez pas. Des points qui vous semblent intéressants à évoquer. Je vais pas faire toute la liste de choses qu'elle a évoquées, hein, la taxe carbone aux frontières, la lutte contre la déforestation, l'interdiction en 2035 des voitures à moteur thermique, le DSA, le DMA, donc sur la régulation numérique, le plan de relance, j'en ai parlé, la PAC. Donc oui, au final, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées ce mandat-là. Et dont, du coup, Mme von der Leyen tire crédit, et crédit auquel apparemment le groupe Renew Europe s'associe en disant voilà, son bilan, c'est le nôtre, hein, elle agit selon une feuille de route qu'on a largement soutenue et alimentée. Et il faut dire pour le coup que Mme von der Leyen a, pour le coup, depuis le début du mandat, été très proche de la France et d'Emmanuel Macron. Hein, beaucoup de choses de la feuille de route d'Ursula von der Leyen, c'est des choses un peu limite copier-coller de la position d'Emmanuel Macron et de la France. Donc effectivement, c'était pas compliqué pour Renew Europe de dire ah bah ouais, effectivement c'est à nous, parce qu'effectivement les idées viennent des Français. Donc c'est vrai que c'est une commissaire, c'est une présidente de la commission qui a été très en soutien des revendications françaises, ce qui n'est pas non plus absurde dans la mesure où elle-même, elle sait parfaitement qu'elle est devenue présidente de la Commission européenne parce que Paris l'a poussée, hein, parce qu'en 2019, Ursula von der Leyen, elle est littéralement sortie de nulle part, hein, personne ne parlait d'elle, elle n'était pas sur la liste des candidats potentiels, elle n'était pas Spitzenkandidat, elle était rien, c'est méchant, non, elle était ancienne ministre elle avait été virée ou pas? Je ne sais plus. Elle avait été au gouvernement allemand, etc. Elle a été proche d'Angela Merkel, mais c'est Macron qui a dit bah voilà, non, je veux pas de Manfred Weber, mais Ursula von der Leyen, elle est pas mal, on va la prendre, et c'est elle qui l'a poussée, c'est lui qui l'a poussée. Donc effectivement, elle sait à qui elle doit son job, Ursula, et elle l'a montré pendant tout le mandat. Hein. Ça n'a pas été souvent que Ursula von der Leyen a été en conflit avec Paris, et il y a eu des exemples hein, quand même, mais ça a été quand même très largement aligné, et beaucoup de concepts qui sont devenus un peu centraux dans la politique européenne depuis le 2019, il y en a beaucoup qui sont un peu made in Paris, hein, et ce qui amène aussi des frustrations dans d'autres pays européens, hein, des pays qui sont un peu plus libéraux sur le plan économique, hein, les pays nordiques, par moments ils grassent un peu des dents de voir tous les trucs qui sont un peu qui apparaissent un peu trop comme trop français de leur point de vue. Donc eux, ils sont pas nécessairement complètement ravis, et parfois ils se prennent à regretter le départ des Britanniques en disant ah ouais, quand les Britanniques étaient là, eux au moins ils pouvaient un petit peu équilibrer les discussions et éviter que Paris ait limiter un peu la folie des grandeurs de Paris, et que la commission s'engouffre là-dedans. Bon, ça après c'est un autre sujet qui va bien au-delà de ce discours sur l'état de l'Union. Bah voilà, moi c'est à peu près ce que j'avais à vous dire en termes de débrief très rapide. Enfin, c'est ce sur quoi j'ai pris des notes, hein. Le reste, on l'a déjà discuté pendant l'interview. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant. Putain, j'ai streamé en anglais toute la journée, j'ai du mal. Attends, je commence à re-switcher en anglais. Est-ce qu'il y a des commentaires avant que je fasse ma petite conclusion et que je puisse aller avoir une soirée à peu près normale? Hop, je vous laisse 2 secondes. Je vais un truc en attendant. Hop, tu peux dégager. Voilà. Non, pas de questions. Bon bah écoutez, on va faire la petite conclusion des familles qui va bien. Dodo, non peut-être pas encore dodo quand même. J'aimerais bien profiter un petit peu de ma soirée quand même.
quand même un minimum. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief, cette discussion avec Valérie. Alors, c'est vrai que je l'ai pas dit. Surtout on avait Valérie Ayé qui est coprésidente de la délégation française Renaissance. Alors, maintenant la délégation s'appelle Ensemble. Euh, depuis qu'ils ont renommé le parti en France, ça s'appelle Ensemble. Bref, en gros Renaissance, la délégation Renaissance au Parlement européen, en Renaissance et Horizon. À la base, je voulais avoir plus de députés. À la base, moi, ce que je voulais faire, le format que je voulais faire, c'est avoir 2-3 députés de droite et de gauche pour venir un peu discuter de ça. Au final, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire, il n'y a que Mme Maillet qui était disponible, donc j'ai dit, bon, bah, voilà, ça me semble quand même, le plus important pour moi, c'est qu'il y ait quand même un député qui vienne vous parler et vous donner un peu les impressions. Donc je dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave, s'il n'y a pas les autres, bah tant pis pour eux, s'ils n'ont pas pu se libérer, on pourra faire autre chose, ils pourront revenir plus tard, mais bon. J'ai estimé que c'était plus important d'avoir un député qui vienne, d'avoir l'opportunité pour vous d'avoir un député qui donne un peu son impression sur ce discours, plutôt que d'avoir rien du tout, quoi. Donc voilà aussi pourquoi il y a eu Mme Maillet. C'est pas parce que j'ai décidé, ah oui, je veux absolument inviter Renew, enfin je veux inviter que Renew pour donner son avis, c'est non, à la base j'avais invité à droite comme la gauche à venir s'exprimer. Malheureusement, il n'y a eu que Mme Maillet qui a pu se libérer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié donc du coup ce petit format. Pour ceux qui ont regardé un peu cette journée un peu spéciale, discours sur le débat de l'état de l'Union, parce que toute la matinée j'ai streamé en anglais, j'ai streamé le discours en anglais, j'ai pris une demi-journée de congé pour pouvoir faire ça. J'étais sur un autre stream des fédéralistes pour parler un peu de ça. Là ce soir j'ai fait un peu le débrief avec vous, donc j'espère que vous avez un peu apprécié, vous avez pu apprécier ce petit format un peu particulier. La prochaine fois que je vous vois, c'est demain soir pour une revue de presse en anglais. Je suis absolument sûr de ce que je dis, c'est pour ça que je suis absolument pas du tout en train de vérifier sur Twitter mon propre agenda. Oui, c'est ça, demain 19h, revue de presse en anglais, et en français, ça sera dimanche à 18h pour voilà, discuter un peu de l'actualité. Donc on va reparler du discours sur l'état de l'Union, et on fera aussi un peu on relira un peu d'autres articles. Comme d'habitude, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à follow. Si vous avez un Prime qui traîne, lâchez-le à Bibi, c'est toujours apprécié. Lâchez une petite pièce à votre streamer, ça fait toujours plaisir. Et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, hein, puisque je parlais de Twitter. Hop, vous avez tous les liens qui vont bien juste ici, boum. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à demain, ou à dimanche, ou à plus tard. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.